Merci par avance de vous abonner à ce podcast si vous l'aimez, ça m'aide beaucoup pour sa création. Psst, comme le disait l'auteur argentin Jorge Luis Borges, la zoologie fantastique est un chapitre de l'histoire de la littérature. Et pourquoi pas de notre propre existence. Bienvenue dans Animaterae, murmure du vivant. Chaque jour, la Terre nous raconte une histoire. Je suis Flore. J'aime contempler la nature, chercher à la comprendre et partager ce bonheur immense. Les épisodes spéciaux juste pour Noël. C'est nous qui avons choisi le thème des épisodes. Bonjour vous. Certains êtres n'habitent ni tout à fait le réel, ni tout à fait le rêve. Ils avancent dans cet entre-deux où l'humanité développe ses questions les plus anciennes. Aujourd'hui, 2 d'entre eux traversent les millénaires pour nous rejoindre, la licorne et le dragon. Le dragon apparaît d'abord dans le silence d'une tombe, au Henan sur le site de Puyang, une sépulture du 4e millénaire avant notre ère, révèle une mise en scène saisissante. Un dragon formé de coquillages d'un côté, un tigre de l'autre. Leurs silhouettes se répondent, presque comme 2 forces en équilibre. Le dragon suit la forme de la grande ours, preuve que les vivants cherchaient déjà à relier la terre au ciel. Rien n'est encore défini, mais une idée se dessine. Certaines figures dépassent leur apparence. Des siècles plus tard, en Mongolie intérieure, un vase vieux de plus de 4000 ans montre un animal composite, groin de porc, corps ondulant, queue de serpent. Le mot dragon n'existe pas encore, mais la volonté d'inventer une créature capable d'accueillir l'invisible est déjà là. Plus au sud-ouest, à Sansingdui, surgissent de grands masques rituels. Museaux crocodiliens, yeux agrandis, crinières équines. Plusieurs règnes du vivant semblent fusionner dans un même visage. Le dragon demeure fluide, il circule d'une forme à l'autre, insaisissable. Lorsque les premières écritures gravées apparaissent, la créature entre dans le geste humain. À l'époque Shang, des caractères sont tracés sur des omoplates et des carapaces, les jiaguyen. Plus de 200 graphies différentes évoquent le dragon. Silhouette serpentine, forme courbe, tracés sans cornes, d'autres avec de petites pattes. Une douzaine de signes servent même de clés aux caractères. Certaines de ces variantes rappellent des motifs sculptés dans le jade ou les contours d'insectes, preuve d'un imaginaire en mouvement. Bien plus tard sous les Ming, la calligraphie réinterprète la créature. Le maître Lu Liu s'inspire de styles anciens, l'écriture des oiseaux et des insectes, et crée le Long Xuanshu, l'écriture des griffes du dragon. Ces tracés serpentiformes ne cherchent pas seulement la beauté, ils rendent hommage au dragon et invitent sa protection. À partir du 1er siècle, le Shuwen Jetsu, qui est le premier grand dictionnaire étymologique chinois, décrit un être fastueux, porteur de chance. Puis sous les Song, il devient emblème de l'empereur. La famille impériale porte le nom Zhao, associé à une note de la gamme chinoise placée sous la protection du dragon. Les sceaux, les bannières et les objets officiels s'ornent alors de sa silhouette. La créature veille, unit la terre et le pouvoir. Au XVe siècle, même les grandes porcelaines, nées d'échanges avec l'Asie de l'Ouest, conservent son image. Lors des expéditions de Zheng He, le dragon voyage sur les navires diplomatiques. Il apparaît aussi dans les ateliers populaires, gardien, protecteur, bienveillant ou redouté, toujours respecté. À travers toutes ces formes, une constance demeure. Le dragon n'est pas un animal, mais une force. En Chine, il naît de l'eau et des nuages. En Europe médiévale, il garde les grottes et maîtrise le feu. Dans les sagas nordiques, il veille sous les tertres funéraires. Et partout, la même image revient. Le dragon crache une flamme, arme destructrice en Occident, souffle créateur en Asie. Le cinéma poursuit cette exploration. Dans The Lord of the Rings, en 2025 animé par Kenji Kamiyama, le dragon n'est plus seulement une menace, il devient mémoire, trace d'un monde ancien qui continue de vibrer en nous. La licorne, elle, apparaît au IVe siècle avant notre ère. Le médecin grec Stésias raconte avoir vu en Inde un animal blanc, rapide, orné d'une seule grande corne. Les historiens pensent à un rhinocéros indien,
ou à un oryx aperçu de profil dont la seconde corne disparaît dans la lumière, une illusion devenue symbole. Et dans ces premiers récits, la licorne n'a rien de douce. Elle est farouche, indomptable, impossible à capturer vivante. Puis, une traduction ancienne de la Bible déforme un mot qui désignait probablement un auroch, et l'Occident s'empare de l'erreur, le mythe s'ouvre d'un coup. En Europe centrale, on dit qu'elle ne buvait qu'aux sources intactes. Les bestiaires médiévaux ajoutent qu'elle choisit un seul partenaire et met au monde un unique petit, une naissance si rare qu'elle semblait modifier le paysage. Depuis les mers du Nord, les navigateurs rapportent de longues défenses torsadées. Ce sont des dents de narval, longues de 2 mètres, parcourues de millions de capteurs sensoriels. Leur spirale parfaite convainc l'Europe médiévale qu'elle tient enfin la preuve de la licorne. Elle entre alors dans l'art. Dans les tapisseries de la Dame à la licorne au musée de Cluny, elle apparaît dans un jardin clos. Les 5 premières tentures représentent l'essence. La 6e porte un titre mystérieux et officiel. À mon désir, renoncement, liberté intérieure, choix intime, personne ne sait. C'est un secret confié au regard. Et si vous entrez aujourd'hui chez Desrolles, cette maison fondée en 1831, célèbre pour ses planches d'histoire naturelle et son atmosphère de cabinet de curiosité vivant, vous y verrez une licorne immobile, presque vivante, sculptée avec un soin qui brouille les frontières entre science, art et merveilleux. Le rêve y trouve matière. Pourquoi ces 2 êtres, nés dans des traditions différentes, semblent-ils pourtant se répondre? Peut-être parce qu'ils dessinent 2 forces du vivant, la puissance qui déborde et la lumière qui se recueille. Le dragon, c'est l'élan, l'orage, le souffle. La licorne, c'est l'intime, la clarté fragile, ce que l'on protège. 2 façons de lire le mystère humain. Et si nous continuons de suivre leurs traces dans un jade ancien, une tombe ouverte vers le ciel, ce n'est pas pour prouver leur existence, c'est pour retrouver ce que les mots seuls ne retiennent pas. La part du réel qui touche au rêve et la part du rêve qui éclaire le réel. Nous inventons des créatures pour comprendre ce qui nous dépasse. Mais parfois le réel dépasse nos propres légendes. La prochaine fois, nous lèverons les yeux vers une magie qui, elle, existe vraiment. Un rideau de lumière qui danse vers le ciel d'hiver, les aurores boréales. Merci d'avoir écouté Anima Terrae, murmure du vivant. Et souvenez-vous, gardez les yeux grands ouverts sur la beauté simple du monde qui nous entoure.